Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce très bel endroit. Le forum des achats publics va bientôt commencer. On est le jeudi 8 février et je pense que cette date sera gravée dans vos mémoires par la qualité des intervenants qu'on va avoir, par la qualité du contenu et par la façon dont ce sera exprimé. Il n'y a absolument aucun doute que dans quelques années, vous en parlerez encore avec émotion à vos enfants et à vos petits-enfants, tellement les propos et les intervenants qu'on va avoir sont de très bon niveau. On est nombreux, il y a des gens qui sont dans la salle, il y a des gens qui sont à distance, on est filmé, vous pourrez donc le revoir aussi. Après, pour ceux qui sont dans la salle, évidemment, comme ça se dit aujourd'hui, faut pas hésiter à en parler sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, en expliquant à quel point c'est super. On va juste faire un petit réglage technique ensemble, très très simple. Il y a des gens qui vont parler et il faut que vous leur exprimiez que vous êtes très contents de les avoir entendus parler. Donc je veux juste tester de savoir si vous savez applaudir. On se teste une fois. Allez, 3, 2, 1... Ouais, moyen. On va essayer de le refaire une dernière fois quand même avant de... On le refait, mais pour de vrai cette fois-ci. 3, 2, 1... Oh. C'est formidable. On a deux personnes qui vont ouvrir cette session. Déjà, donc on aura Jean-Luc Barras qui sera le deuxième à ouvrir. Jean-Luc Barras, on le connaît. Hein. C'est aux achats ce que DiCaprio est au cinéma. On le connaît tous. Il est donc le président du CNA, donc l'association des acheteurs, l'association de référence des acheteurs. Il est aussi CPO, donc directeur achat du groupe Eiffage. C'est un très grand promoteur de l'achat public. Et on le sait, vous le savez, le CNA grandit, le CNA évolue, et le CNA grandit aussi en mettant en avant les achats publics. Et ça, c'est bien. C'est clairement l'association qui met en avant les achats publics et qui ne s'arrête pas juste aux achats privés. Il nous fera l'introduction dans quelques instants. Quelqu'un nous accueille, et quelqu'un nous accueille dans un endroit absolument extraordinaire. On a beaucoup de chance qu'elle nous fasse l'introduction de ce forum des achats publics. En plus d'être présidente de l'Eurométropole de Strasbourg, elle est aussi maire d'une ville. Et ça, c'est intéressant d'être sur les deux niveaux. On va y arriver. Je vous demande chaleureusement d'accueillir Pia Ims. Merci beaucoup pour vos applaudissements si chaleureux. C'est avec une grande joie que je suis devant vous et que je vous souhaite bien sûr la bienvenue à ce forum des achats publics organisé par le CNA. Et avant de développer mon propos, je voudrais citer quelques invités de marque. Jean-Luc Barras, président du CNA et CPO du groupe Eiffage. Angélique Ostermann, présidente CNA Grand Est et Purchasing Manager chez le groupe Colin. Laure Bédier, directrice des affaires juridiques au ministère de l'économie, des finances et de l'action des comptes publics. François Adam, directeur des achats de l'État. Laurent Devignier, directeur achats au Conseil de l'Europe. Christophe Amoretti-Hannequin, conseiller finances responsable et achats chez France Urbaine. Étienne Muller, professeur de droit public à l'Université de Strasbourg. Olivier Wajnistock, directeur associé d'Agile Buyer, qui anime ce forum. Et un remerciement aussi à nos acteurs locaux que je reconnais bien et que je remercie vivement, Christian Brassac, notre vice-président, commande publique responsable de l'Eurométropole de Strasbourg, qui s'investit sans compter sur ce sujet qui lui tient tellement à cœur. Bruno Cobel, notre directeur général des services, qui connaît très bien le sujet également, bien sûr, et tous les agents de nos services qui ont contribué à rendre cette rencontre nationale possible chez nous, avec une mention spéciale pour Hélène Vurpillot, Philippe Stéphanus et Florence Bertrand. Je voudrais vous dire, mais vous le savez mieux que moi, vous incarnez un réseau d'échanges, d'expertise et de rencontres professionnelles qui compte dans le paysage des achats en France. Et votre présence, nombreuse, illustre l'importance de cette rencontre et de votre engagement continu dans le domaine des achats publics responsables. La nuance, elle est bien là. Le CNA se positionne depuis longtemps finalement sur des enjeux environnementaux, sociétaux, en prônant la charte et le label
Relations fournisseurs responsables signée dès 2017 par notre collectivité. Ça fait déjà un bon moment. Et cette charte fondée sur 10 engagements pour un achat responsable reflète notre volonté de travailler sur des relations équilibrées. C'est vraiment le cœur de l'engagement, des relations équilibrées entre acheteurs et fournisseurs, vous le savez bien. Et nous sommes d'ailleurs en réflexion ici à l'Eurométropole de Strasbourg pour aller plus loin, pour nous engager dans le label qui nous permettra de valoriser davantage encore notre soutien auprès des entreprises. Et c'est ça aussi des ponts importants à jeter vers le monde économique et les rendre aptes à répondre à la commande publique finalement en tant que telle. Pour situer l'Eurométropole de Strasbourg, vous dire qu'il s'agit d'un territoire de 33 communes, 520 000 habitants, et qui se distingue évidemment par sa position eurométropolitaine. C'est bien une capitale européenne, Strasbourg, qui est en son cœur, une position transfrontalière de notre territoire aussi. Vous êtes quelque part déjà dans le bassin de vie du Rhin supérieur, vous êtes là. En 2023, l'Eurométropole se profile d'ailleurs comme un pôle économique en constante évolution. Je tiens à le dire aussi, nous pouvons être très satisfaits d'avoir des créations d'entreprises très dynamiques, près de 9000 nouvelles créations dernièrement. Nous sommes en pointe sur le secteur du transport, du commerce, des activités scientifiques, bien évidemment une université remarquable, vous le savez. Nous sommes très en pointe sur des thématiques de la santé et surtout des marchés publics considérables avec un volume budgétaire tout à fait inédit. Le taux de chômage se maintient autour de 7% au second semestre 2023 et toujours une croissance de l'emploi dont acte et tant mieux. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que notre territoire, mais d'autres métropoles aussi, travaillent forcément à l'amélioration de la qualité de vie pour le monde économique. Tous ces éléments systémiques sont à prendre en compte. Particulièrement, notre métropole se distingue par un plan de mobilité décarbonée alternative à la voiture assez impressionnant avec plus de 500 millions d'euros sur le mandat, mais aussi une politique en faveur des énergies renouvelables, la nature en ville, les logements abordables, des espaces publics plus apaisés et aussi particulièrement donc une politique d'investissement qui vient bien en soutien de notre économie locale et finalement de l'emploi. Ce qui fait que cette Eurométropole a cette spécificité, donc, c'est aussi parce que nous sommes très au fait des enjeux climatiques, bien sûr, qui s'imposent à nous tous, crise énergétique sans précédent, et donc comment garder finalement une forme de souveraineté et de capacité d'action au moment où, justement, des collectivités comme la nôtre doivent être aussi des facteurs anti-crise et des moteurs pour continuer à stimuler l'économie. Et donc, on peut dire que le budget de l'Eurométropole est assez impressionnant. Si on veut cumuler celui de la métropole même, des 33 communes et de nos sociétés d'économie mixte et entreprises partenaires, nous sommes sur le mandat à 3,5 milliards d'euros. Voilà la puissance de frappe de la métropole, de ces 33 communes, et de ces SPL et SEM. C'est donc tout à fait historique comme volonté de développement et bien sûr agir pour transformer le territoire. C'est donc un volume d'investissement public qui profite à des entreprises locales à près de 80%, et là on peut s'en féliciter, avec donc chaque année près de 2000 marchés qui représente une dépense d'environ 400 millions d'euros d'achat annuel. C'est bien cela. Et donc, voilà un levier d'action économique, mais aussi sociale et environnementale. Vous le savez aussi, les achats publics, longtemps ont été vus sous l'angle très administratif et juridique. Aujourd'hui, c'est un outil stratégique pour agir, bien évidemment, pour avoir une vraie politique économique, mais aussi pour savoir bien maîtriser les dépenses. Et c'est pas peu dire que vous souhaitez tous, j'en suis convaincue, aussi placer l'éthique au centre de vos réflexions. Comment sécuriser les marchés, comment aller sur la dématérialisation, sans oublier d'intégrer les aspects du développement durable.
Et c'est là que nous arrivons sur notre fameux schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables. Il faut le dire d'une traite. Et ça s'appelle SPASER, qui fait florès et qui inspire autour de lui, aussi parce que les marchés d'insertion en font partie, depuis longtemps d'ailleurs, les marchés qui soutiennent l'insertion sociale. Et nous ne comptons pas en rester là, puisque des critères environnementaux et sociaux complémentaires vont encore s'y rajouter. Le renforcement des clauses sociales a été notable, puisque nous avons eu en 2022, n'est-ce pas, 483 442 heures d'insertion, presque 500 000 heures d'insertion dans nos marchés publics métropolitains. Donc nous en sommes très, très fiers, et là je pense qu'on fait œuvre utile. Et notre engagement en faveur de l'insertion des personnes handicapées peut également être une source de réflexion lorsqu'on travaille sur l'inclusion sociale dans le cadre du marché public. Voilà, sans oublier encore un autre sujet qui est très cher à mon vice-président, l'égalité professionnelle homme-femme. Est-ce qu'il est possible ou non, comment, pas à pas, intégrer même l'égalité des chances, des genres, des chances aussi, de toute façon, dans les marchés? C'est un sujet qui était particulièrement cher. Et puis, pour finir, ce qui nous a marqué récemment, c'est la thématique de l'achat public, l'acquisition aussi d'énergie électrique 100% renouvelable, l'augmentation progressive des produits biologiques dans nos cantines scolaires. Voilà des choses très concrètes, des réalisations tangibles. Nous nous intéressons aussi à l'achat en réemploi. Nous nous intéressons à ce que les PME et TPE puissent bénéficier de nos marchés. Et c'est le cas pour 70% d'entre elles. Et on les prend par la main et on leur explique comment elles peuvent en bénéficier. Voilà des engagements qui me paraissent importants à partager avec vous et qui peuvent potentiellement donc vous inspirer. C'est un engagement collectif de toute notre équipe, évidemment, de l'exécutif de l'Eurométropole, et qui ne pourrait pas se faire sans l'expertise aussi de nos services et tous les élus qui s'impliquent, bien sûr, dans les commissions dédiées à cela. Voilà, tout ceci étant dit, il me reste à vous souhaiter une très belle après-midi, de bons échanges, de belles rencontres, évidemment dans une très belle ville, ça vous le saviez déjà, et plus globalement sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, K. Ims. Et donc, Jean-Luc, je crois que tu as aussi quelques mots à nous dire en introduction de ce forum des achats publics. Vous remercier, Madame la Présidente, parce que c'est un honneur pour nous d'être ici, de décliner cet événement dans votre belle ville, effectivement, et puis aussi pour nous, il faut le dire, dans une eurométropole qui met en œuvre, qui crée, qui concrètement s'est approprié un certain nombre d'outils dont vous parliez. Je vais peut-être y revenir deux petites secondes, mais c'est important, de voir ça. Et vous avez raison, votre vice-président, votre directeur technique sont aujourd'hui des gens qui sont des moteurs du développement des achats responsables dans l'espace public. Donc le CNA, c'est le 7e événement que l'on tient, Forum des achats publics, c'est quelque chose d'important. Il y a une véritable demande de nos adhérents, donc on continuera. D'ailleurs, il y en a un déjà programmé pour le mois de novembre, si ma mémoire ne trahit pas, c'est le 6 novembre, et ça se passera au ministère de l'Intérieur. C'est un événement important parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de défis et qu'au-delà des discours, il y a une nécessité de partager très concrètement les meilleures pratiques, la meilleure façon d'agir, la meilleure façon d'utiliser les outils et de capitaliser. D'ailleurs, ça demande aussi beaucoup de travail de modélisation et qu'il faut aussi partager ce travail de modélisation pour gagner du temps.
Angélique Osterman clôturera cette journée, qui est la présidente de la région Grand Est pour le CNA. Elle vous rappellera comment le CNA est très présent sur un certain nombre de choses et effectivement comment on a ce souci de réunir les acheteurs publics et les acheteurs privés, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, on a longtemps parlé de maturité de la fonction, où certains leaders dans des concurrences mondiales étaient dans une maturité exacerbée. On pensait quand même, il faut être honnête, à un certain nombre de critères qui privilégiaient le prix, le coût global, mais dans une mondialisation effrénée. On n'est plus tout à fait dans le même cadre. Depuis quelques années, on s'est réveillé dans un nouveau monde. Et assurément, il y a de grandes attentes de leadership des acheteurs publics. L'enjeu, il est clair, c'est faire de la commande publique un moteur de la transition écologique et sociale, vous le disiez, et c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, les achats publics représentent 8% du PIB. La commande publique doit, depuis la loi Grenelle II, être au service de la transition écologique et sociale de la France. Elle représente un outil stratégique pour améliorer l'efficience de la dépense publique en faveur des territoires, du développement des PME et des entreprises résolument engagées dans des démarches responsables. Ces dernières années, le cadre réglementaire de la commande publique, on a une spécialiste aujourd'hui, donc je pense que vous en parlerez, Laure, mais s'est interrogé pour faire un véritable levier de législation sur le développement durable. Systématisation, formalisation, évolution sont désormais attendus au tournant. Toutefois, ce levier mérite d'être davantage exploité à travers une meilleure systématisation, à travers une meilleure formalisation des évaluations des politiques achats responsables. Il doit y avoir aujourd'hui, s'il y a un domaine où c'est attendu, c'est évidemment cette transparence sur l'empreinte écologique, notamment de nos achats. En effet, l'intégration de clauses environnementales et sociales dans les marchés publics répond simultanément à des enjeux d'exemplarité et d'incitation à la vertu. Les outils existent, notamment évidemment le plan national d'action pour les achats publics durables, le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables, ce fameux SPASER, a tout pour être un vecteur de progrès. Bon, évidemment, il faut être attentif au seuil retenu. On est passé de 100 millions à 50 millions au début d'année dernière, si je ne me trompe pas. C'est bien, ça permet, je crois que ça représente maintenant 300 collectivités qui sont soumises. Il est évident qu'il y a une partie aujourd'hui où il n'y a pas d'obligation et tout le monde ne publie pas en plus là-dessus. Alors, je peux comprendre, ça se prépare, mais il y a une vraie attente sur cette partie-là. On sait que si aujourd'hui il y a encore des domaines de progrès, on sait qu'aujourd'hui il y a des organisations référentes. Évidemment, c'est pour une partie celles qui sont ici, elles vont témoigner d'ailleurs de ce qu'elles font là-dessus, qui se sont appropriés beaucoup d'éléments de progrès, la formation des acheteurs, qui s'appuie sur l'identification des bonnes pratiques, le partage des initiatives vertueuses. Il convient de même que les acteurs publics se saisissent des outils de certification, vous l'avez dit pour l'Eurométropole, et notamment du label des fournisseurs et achats responsables. Alors on compte déjà de grands acteurs. Historiquement, dans ma mémoire, un des grands acteurs publics, c'était le ministère des Armées, qui avait démarré là-dessus avec la région Val-de-Loire. Depuis, ça s'est largement répandu. La direction des achats de l'État, et François pourra nous en parler, est maintenant labellisée. Je suis heureux de savoir, mais je n'en doutais pas que vous y viendrez aussi à traduire les actes que vous avez pris et les engagements que vous avez pris dans la charte sur ce label-là. Ça s'inscrit dans une démarche d'évaluation et d'amélioration qui est adossée à la norme ISO 20400. Ce sont des choses importantes, voilà. Ça ne fait pas tout, mais les labels sont aussi des éléments importants. Dans la commande publique, notre enjeu, c'est de faire que l'offre la plus vertueuse supplée à l'offre économiquement la plus avantageuse. Ça a l'air très simple. Je suis conscient que c'est un véritable défi lorsqu'on prend en compte les contraintes budgétaires, les usages. La bonne nouvelle, et je le pense vraiment, c'est que nous avons encore une part de progrès notable. Il y a des gisements notables sur la performance des achats,
alors c'est pas vrai que pour la commande publique, c'est vrai aussi évidemment dans les achats privés, qui doivent nous permettre au moins en partie d'absorber certains surcoûts qu'on peut imaginer et qu'on voit effectivement poindre pour transformer nos achats de façon responsable. Évidemment, la responsabilisation de la commande publique va de pair avec des impératifs de transparence et de résultats. Ce levier de transition écologique et sociale ne peut pas se faire sans qu'il y ait un corpus aussi qui prenne corps et qui apparaisse de façon clairement et incontournable sur les critères, avec des critères robustes, sociaux, environnementaux, et qui soient effectivement suffisamment pondérés pour influencer clairement la décision. Il est crucial d'accroître l'exemplarité des achats de l'État et des collectivités afin de renforcer la résilience de notre pays face aux défis de demain. Et j'insiste sur ce devoir d'exemplarité, ce qui est une responsabilité très noble, je pense. Merci. Merci Jean-Luc Barras. Alors, on me dit dans l'oreillette que les gens veulent t'entendre un peu plus, mais ça tombe bien, tu fais partie de la deuxième table ronde aussi. Et donc, tu pourrais nous en dire un peu plus, parce que les gens veulent t'entendre un peu plus. Bon, ben voilà, on est lancé. On a devant nous deux belles tables rondes. La première qui va être sur les crises, et la deuxième qui sera sur la souveraineté et la territorialité. On le sait, en fait, les achats publics, ils ont une dimension en plus. Est-ce que vous connaissez l'anecdote du tailleur de pierre ? J'allais vous la raconter de toute façon. En fait, il y a plusieurs tailleurs de pierre qui sont là. Et il y a quelqu'un qui arrive et qui demande au premier « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et il dit je taille des pierres. Très bien. Il passe au deuxième et il dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Mais je construis un bâtiment. » Très bien. Et il passe au troisième personne qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Il dit « Je construis une maternité. » Et en fait, l'intention et ce qu'on fait de notre travail et la finalité qu'elle a, elle est importante. Et il est clair que dans les achats publics, eh bien, il y a une dimension en plus. Et la dimension en plus, c'est l'intérêt commun, c'est le bien commun. Et ça, c'est pas rien. Bien, donc on va commencer la première table ronde. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les 4 intervenants. On a ce qui se fait de mieux dans les 2 tables rondes et vous avez beaucoup de chance. Donc la première table ronde, c'est sur la commande publique face aux crises. Alors la première intervenante qui est donc à ma gauche, je sais que certains d'entre vous ont traversé la France rien que pour l'écouter aujourd'hui. Donc c'est Laure Bédier. Laure Bédier qui est directrice des affaires juridiques des ministères économiques et financiers. C'est le ministère de l'économie, comme vous le savez souvent, change de titre très régulièrement. Donc, faut suivre, qui s'appelle donc le ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle, et le mot n'est pas neutre aujourd'hui, et juridique. Laure Bédier, elle a commencé sa carrière à l'Assemblée nationale. Elle a occupé divers postes, dont celui de conseillère à la commission des lois en charge des textes de droit pénal et de procédure pénale. Elle a été directrice adjointe du garde des Sceaux entre 2005 et 2007. Autant vous dire qu'effectivement, le droit et la commande publique, elle connaît plus qu'un peu. Elle a intégré le Conseil d'État avant de rejoindre la direction des affaires juridiques de la PHP, qu'on appelle l'assistance donc publique des hôpitaux de Paris, en 2011. Depuis 2017, elle dirige la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie économique et financier. Elle a notamment en charge la réglementation de la commande publique, et oui, c'est elle, et du conseil aux acheteurs. Je vous demande chaleureusement d'accueillir Laure Bédier. À ma droite, donc le directeur des achats de l'État. Évidemment, si on parle des achats publics, c'est bien François Adam qu'il fallait avoir avec nous. Il gère tout simplement 40 milliards d'euros d'achats. 40 milliards d'euros d'achats, pour ceux qui n'auraient pas le chiffre, c'est 2 points de PIB. Rien que ça. Donc si vous cherchez qui est le plus gros acheteur en France, voilà, vous l'avez devant vous, vous avez de la chance. Surtout que ça fait 5 mois qu'il est en poste, donc sa parole est extrêmement rare et on a de la chance qu'il soit là. Et c'est vraiment quelqu'un, évidemment, qui pèse dans les achats. Je vous demande d'accueillir chaleureusement François Adam.
À ma gauche, après, ça va être donc un duo. Ils vont s'exprimer en duo, et ça, c'est très sympa. Alors, vous savez, les gens ne le savent pas, mais chaque année, quand il y a le forum des achats publics, il y a des votes après, on va savoir qui revient. Il n'y en a qu'un seul qui est revenu et qui revient parce que les tutos sont demandés. Hein. Donc, c'est Christian Brassac qui est là, qui est donc vice-président de la commande publique responsable et de l'Eurométropole de Strasbourg. Donc, ça, on l'a compris. Il est professeur de mathématiques, puis de psychologie de la cognition. Il est clairement engagé dans des associations, dans des mouvements associatifs, Amnesty International, la CIMAD, les centres socioculturels, et il est ancien membre du Haut Comité à l'égalité femmes-hommes, hommes-femmes. Je pense qu'on en reparlera tout à l'heure. Alors, on demande souvent une petite anecdote aux uns et aux autres. Son anecdote à lui, c'est qu'il a fait 2 fois le Tour du Mont Blanc. Une fois en 8 jours et une fois en 8 secondes. Il vous l'expliquera. On peut accueillir Christian Brassac. C'est simple, c'est simple, quand on est au sommet, il suffit de faire 8 secondes et on tourne autour du sommet. C'est simple. Ne refaites pas ça chez vous, ça peut être dangereux. Et donc son voisin et collègue, donc, qui est donc François Cobel, qui est directeur général des services de l'Eurométropole de Strasbourg. C'est aussi lui qui nous accueille. Il est donc directeur général des services de l'administration mutualisée de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. Il a été très marqué par les achats publics puisqu'il a occupé différentes fonctions dans ce domaine. Il a suivi différentes évolutions des marchés. Il va nous en parler avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de puissance. Et il a un point commun avec son voisin et collègue, c'est qu'il est marathonien. Sa prochaine course, m'a-t-il dit, sera au Mont-Blanc, paraît-il. Pas très loin. On peut accueillir chaleureusement Bruno Cobel. Allez, on est parti, vous l'attendiez, Laure Bédier, qui est directrice des affaires juridiques des ministères économiques et financiers. Alors, vous avez eu un poste d'observation et d'action extrêmement unique avec les crises qu'on a pu vivre. Quelles sont les crises ou la crise qui vous a le plus marqué à la direction des affaires juridiques ? Alors, je crois, comme beaucoup d'entre vous ici, en termes de process, c'est évidemment la crise Covid, parce qu'en à peu près une semaine, on a complètement modifié la réglementation de la commande publique en adoptant une loi et une ordonnance. On a travaillé à la fois sur l'aménagement des contrats, en reportant les délais d'exécution, en interdisant les pénalités de retard. On a également soutenu la trésorerie des entreprises, enfin pris des dispositions pour soutenir la trésorerie des entreprises, puisqu'on a déplafonné les avances et surtout supprimé l'obligation de garantie financière, qui est quelque chose qui limitait beaucoup les avances. Et puis, on a surtout énormément répondu à des demandes et des questions des acheteurs, des réunions de crise. Enfin bon, on a vécu, je pense, que ce que vous avez vécu, vous, sur le terrain, mais c'est vrai que c'était extrêmement intense au sein de la direction des affaires juridiques. Alors, sur le fond, nous, ce qui nous a marqué, c'est plutôt la crise en Ukraine et la crise énergétique qui s'en est suivie, qui a été évoquée et qui continue malheureusement un petit peu, puisque ça a conduit à une augmentation extrêmement importante des prix, et ça nous a conduit à nous interroger sur notre théorie ancestrale de l'imprévision, qui était quelque chose qu'on avait repris bien sûr du Conseil d'État, mais qu'on avait valorisé en 1974 pendant la crise énergétique. Et donc, quand on nous interrogeait pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire face à cette augmentation sans précédent des prix, on répondait imprévision. Et c'est cette position qu'on a remis en cause à la suite de la crise ukrainienne. Ça n'a pas été facile, puisque nous avions adopté plusieurs circulaires qui rappelaient qu'en cas d'augmentation très significative des prix, la seule chose que pouvait faire l'acheteur, c'était appliquer la théorie de l'imprévision. Et donc, on a saisi le Conseil d'État pour en fait voir si cette théorie de l'imprévision était toujours valable et si on ne pouvait pas modifier les prix dans les marchés publics. Le Conseil d'État nous a répondu par un avis du 15 septembre 2022 que vous connaissez tous. Qui nous a conduit qui nous a conduit à retirer, à abroger les circulaires précédentes, à publier une nouvelle circulaire et une nouvelle fiche technique. Donc une remise en cause assez profonde, voilà, qui a beaucoup marqué la direction des affaires juridiques. Avec un peu de recul, qu'est-ce que vous avez appris? Quels enseignements vous avez eus?
Alors on a appris justement à se remettre en cause et à ne pas se fier à des analyses passées. Si je reviens un peu sur ce sujet de théorie de l'imprévision et de modification des prix dans les contrats publics, en fait, on ne s'est pas remis en cause lorsque les directives de 2014 ont été adoptées, et c'est un tort. Le deuxième enseignement qu'on a pu tirer, c'est de manière plus pratique, on a repris certains dispositifs qui avaient été adoptés pendant la période Covid. Je pense notamment au dispositif sur les circonstances exceptionnelles qui a été inscrit dans la commande publique et qui permet maintenant, sans avoir à passer par une loi, lorsqu'on est en face de circonstances exceptionnelles, par un décret, de mettre en place un certain nombre de mécanismes qui assouplissent les règles de la commande publique, notamment sur les modalités de passation des marchés publics, enfin la procédure de consultation, sur la prorogation des contrats, des délais d'exécution, et puis également sur les sanctions contractuelles. Alors, il y a quelque chose de constant aux achats. D'ailleurs, je pense que c'est dans les achats publics et privés, c'est l'image que peuvent avoir les achats. Comment est-ce qu'ils sont perçus, comment est-ce qu'ils sont ressentis, dans tous les niveaux d'ailleurs de la hiérarchie. Vous, comment est-ce que vous avez senti cette modification du regard des pouvoirs publics sur la commande publique ? Alors ça a été évoqué effectivement par l'intervenant précédent. Il y avait déjà ce sentiment que la commande publique, c'était pas uniquement acheter le meilleur rapport qualité-prix, mais ça pouvait être également au service d'une politique publique. Mais pourquoi il y a vraiment eu une bascule après le Covid, où là vraiment la commande publique est devenue un instrument au soutien des politiques publiques. Et alors, ça s'est traduit très concrètement et assez rapidement dans les textes, puisque on a adopté la dérogation la dispense de publicité et de mise en concurrence pour les marchés de travaux inférieurs à 100 000 euros. Et cette dispense, elle a été adoptée uniquement pour soutenir le secteur du bâtiment et des travaux publics qui avait été à l'arrêt pendant la crise Covid et pour le relancer. Donc c'était une mesure provisoire qui a été prorogée jusqu'en décembre 2024, mais là encore pour soutenir le secteur de la construction qui va assez mal en ce moment. De manière peut-être un peu moins concrète, mais en tout cas très, très réelle malgré tout, on a assisté à la montée en puissance des sujets de souveraineté. Donc c'est effectivement le thème de notre journée aujourd'hui, mais c'est vraiment très très lié aux crises. On l'a vu, c'est la première fois, une des premières fois qu'a utilisé à grande échelle l'article 21.12.4 du Code de la commande publique qui permet de mettre une clause de localisation lorsqu'on a acheté des produits de santé. Les prédécesseurs de François, effectivement, et on avait beaucoup travaillé ensemble sur ce sujet avec la Direction générale de la santé. Même chose, on s'est mis à utiliser les critères environnementaux pour faire de l'achat durable et de l'achat français et européen. Parce que le critère environnemental, l'avantage, c'est que ça fait de la commande publique durable, mais c'est aussi, ça favorise les offres européennes qui sont bien meilleures et bien plus performantes lorsqu'on utilise ces critères. Et puis, dernier élément assez concret de ce changement de regard, vous savez ou vous ne savez pas que depuis le 1er janvier 2024, les acheteurs publics ont l'obligation de déclarer dans le cadre de leurs données essentielles la part française et européenne pour 4 familles d'achats, que sont le textile, les denrées alimentaires, les véhicules électriques et les produits de santé. Donc là encore, ça montre l'importance des sujets de souveraineté dans la commande publique. Et tout ça, pour moi, est vraiment très lié aux crises que nous avons traversées. Ah, ça, c'est des exemples intéressants au niveau plutôt national. Est-ce qu'il y a eu des conséquences au niveau des positions des instances européenne? On est à Strasbourg, donc on pose la question. Oui, exactement. De la même manière, l'Europe, qui a été obligée de s'organiser pour pouvoir acheter en masse des vaccins et des masques, a pris conscience que l'ouverture totale du marché européen était peut-être quelque chose à nuancer, notamment lorsque les États partenaires en face ne jouent pas le jeu et n'ouvrent pas leur marché. Et ça a permis notamment de débloquer des négociations qui duraient depuis 2012 sur un instrument de restitution
réciprocité. Donc c'est devenu l'IMPI, qui a été adopté en août 2022 et qui permet à la Commission d'imposer une diminution de la note, même une exclusion des marchés publics à un opérateur économique venant d'un pays qui n'a pas ouvert son marché. Alors ça s'applique à des marchés très particuliers, hein. C'est des marchés, des gros marchés. Pour les marchés de fourniture, c'est des marchés de 5 millions d'euros. Les travaux, c'est 15 millions d'euros. Mais c'est tout de même un premier pas très intéressant. Il y a eu également le règlement subventions étrangères qui est un peu dans le même esprit, qui est l'équivalent pour l'Europe des aides d'État. Donc l'idée, c'est de rétablir la concurrence avec des entreprises qui sont subventionnées. Et donc ce dispositif, qui ne concerne là encore que les gros marchés, enfin, en principe, tous les marchés au-dessus des seuils européens, mais pour les gros marchés de plus de 250 millions d'euros, l'entreprise a l'obligation de notifier les subventions dont elle a bénéficié, lorsque ces subventions sont supérieures à 4 millions d'euros. Mais donc c'est un dispositif, là encore, qui est lourd, un peu exceptionnel, mais encore une fois, ça va dans la bonne direction et ça montre que l'Europe, tout de même, a pris conscience que les marchés publics, c'était important pour la souveraineté et qu'il fallait peut-être un peu plus de régulation. Il y a encore le projet de règlement dont vous avez dû aussi entendre parler, qui était le projet de règlement Net Zero Industry Act, NZIA, qui est présenté comme la réponse européenne à l'IRA américaine, qui est en cours de négociation actuellement cette semaine et qui très globalement permet en fait alors, on ne sait pas si ce sera des critères d'attribution obligatoire ou des clauses d'exécution. Tout ça est en cours de discussion, mais donc permet, lorsqu'une entreprise étrangère à l'Europe possède plus de 50% des parts du marché européen dans un secteur, une entreprise étrangère permet, lorsqu'il y a un marché dans ce secteur, donc d'imposer de ne pas externaliser hors de l'Europe. Je suis désolée, c'est pas forcément extrêmement clair. L'idée, c'est vraiment, lorsque on a sur un marché une domination d'un État étranger, de pouvoir faire une clause de souveraineté, pour faire plus simple. Et puis il y a par ailleurs d'autres règlements un peu de ce type qui sont en discussion sur les véhicules lourds, sur les matières premières critiques. On a également des règlements éco-conception avec des critères environnementaux. Et alors là, c'est effectivement même le stade ultime. Il semblerait que la Commission européenne soit maintenant un peu plus ouverte. Alors c'est pas encore une ouverture totale, mais à envisager le début d'un prémisse de commencement de réflexion sur une révision des directives européennes. Donc tout ça bouge tout de même pas mal au niveau européen actuellement. Merci beaucoup, Laure Bédier. Merci beaucoup. Nous allons donc passer maintenant à François Adam, qui est directeur des achats de l'État. Alors, on va peut-être commencer par quelques explications. François Adam, est-ce que vous pouvez nous rappeler la gouvernance des achats de l'État et du rôle spécifique de votre direction, la direction des achats de l'État ? Alors, je dirais que la direction des achats de l'État, si on prend une comparaison avec le secteur privé, c'est en quelque sorte la direction achat groupe pour l'État et ses établissements publics. Donc, nous avons du coup une double responsabilité. D'abord, piloter globalement la politique des achats, fixer les objectifs, concevoir les outils, appuyer les équipes d'acheteurs, suivre les résultats, et puis procéder directement à un certain nombre d'achats qui correspondent à des besoins communs. Un exemple récent, c'est le gaz et l'électricité pour l'État et 300 de ses opérateurs. Donc, c'est des achats de très gros volume, et il y a beaucoup d'autres exemples. Voilà en quelques mots. Quelques chiffres ? Alors, quelques chiffres. Les achats de l'État et de ses établissements publics, c'est une quarantaine de milliards d'euros par an. Hors défense et sécurité, la défense, ça serait 20 milliards d'euros de plus. Donc ça, c'est la masse budgétaire. Et c'est un grand nombre de procédures. Ça, je pense que c'est un point important. Pour l'État seul, c'est un peu moins de 10 000 procédures par an, évidemment avec des montants qui sont extrêmement variables. Alors, pendant 3 ans, il y a eu un certain nombre de crises. Et avec le recul, quels enseignements la DAE a-t-elle tiré de ces crises, et de la crise sanitaire en particulier ? Alors,
D'abord, grand enseignement, c'est que l'achat public a été mobilisé et concerné à différents titres. D'abord, et il faut le rappeler, l'achat public a été mobilisé pour les besoins immédiats de l'ensemble des collectivités publiques pendant la crise. Les matériels du type masques, tous les équipements sanitaires, etc. en sont un bon exemple. Mais en réalité, il y a eu aussi d'autres conséquences. Tout le monde a dû adapter son action, donc ça a eu des effets sur les matériels informatiques. Par exemple, il a fallu largement s'équiper en équipement portable quand ce n'était pas encore le cas. Et il y a de multiples autres exemples. Donc ça a été vraiment un point extrêmement important, et ça a rappelé finalement le lien très direct entre le fonctionnement d'un service public et puis souvent les achats qu'on réalise pour permettre tout simplement l'exécution de ce service public. Ensuite, il faut le distinguer, l'achat public a été aussi plus globalement affecté par la crise. C'est-à-dire pour les contrats qui... en première analyse, n'étaient pas directement liés à la crise, on s'est aperçu qu'il s'est passé des choses. C'est-à-dire que les fournisseurs ont pu avoir des difficultés pratiques à exécuter leurs contrats. Il y a eu des bouleversements de l'équilibre économique d'un certain nombre de contrats. Laure Bédier en a parlé. Donc plus globalement, les marchés ont été affectés par la crise. Et enfin, il faut aussi le mentionner, l'achat public a été mobilisé pour aider à la sortie de crise pour un certain nombre de mesures du plan de relance. On peut penser notamment à l'accélération de la rénovation énergétique des bâtiments publics, qu'il s'agisse de l'État ou des collectivités territoriales. Et puis, dernier point, et finalement pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Laure Bédier, on a pu constater qu'il fallait être agile d'un point de vue juridique. Alors, on a pu être agile grâce à toutes les modifications qui ont été introduites dans la période, Laure l'a indiqué, mais aussi en mobilisant ce qui existait déjà, c'est-à-dire en se rendant compte que quand on a des accords cadres qui permettent de passer des bons de commande ou des marchés subséquents, il y a là une souplesse qu'on peut mobiliser quand on a des circonstances exceptionnelles. On ne fera pas les mêmes marchés, les mêmes bons de commande qu'en période normale. On peut aussi modifier un contrat, c'est encadré, mais il y a des avenants qui sont possibles. Il y a toute une série d'outils qui existaient de longue date et dont finalement les acheteurs ont quelque part redécouvert que dans des périodes particulières, on pouvait les utiliser. Et puis bien sûr, on a eu d'autres évolutions et assouplissements, ça a été évoqué juste avant. La crise, on a presque l'impression que c'est loin désormais, que c'est derrière nous. Est-ce qu'on continue comme avant ? Et il y a eu une urgence, il y a eu la crise, mais quels effets il nous reste sur le long terme ? Alors d'abord, je ne sais pas si l'ensemble des crises sont terminées. On reste dans une situation internationale qui est, comme vous savez, aujourd'hui particulière, risquée, avec un impact sur les chaînes d'approvisionnement, sur les prix aussi, avec de fortes variations dans un certain nombre de secteurs. J'évoquais tout à l'heure l'énergie. C'est un sujet, on reste dans une période incertaine en termes d'évolution des prix de l'énergie, même s'ils ont, là tout de suite, ils sont beaucoup plus favorables qu'il y a un an, mais la situation internationale maintient un risque. Donc les crises ne sont pas aujourd'hui terminées. Je pense qu'une des leçons importantes, c'est que les acheteurs publics se sont réintéressés de manière plus précise aux détails des chaînes d'approvisionnement et finalement à l'origine, notamment des fournitures qu'ils achètent directement ou qui sont utilisées d'ailleurs pour les services et les travaux. Donc on est passé d'une situation dans laquelle, n'importe quelle prestation ou produit était supposé disponible à n'importe quel moment. Il fallait choisir le meilleur et au meilleur prix, à une situation dans laquelle il y a une interrogation également sur la capacité physique du marché à répondre en volume, à répondre en délai, en qualité. De ce point de vue-là, tous les acheteurs publics, compte tenu de leur budget respectif, doivent maintenant se poser ces questions. Alors, je sais que le CNA, tous les débuts d'année, publie avec Agile Bayer une étude sur les tendances achats, et elle a, depuis 2-3 ans, regardé les rapports de force entre clients et fournisseurs. Vous, qu'est-ce que vous observez sur le sujet ? C'est peut-être difficile de tirer une conclusion. Nous n'avons pas encore énormément de recul, mais il me semble qu'en effet, au moins pour certains types d'achats, il y a une forme de rééquilibrage. Si on regarde, y compris dans la manière dont c'est écrit dans les textes, on est dans une conception implicite de l'achat public où l'acheteur public a toujours en face de lui
plusieurs prestataires et où finalement l'enjeu majeur, c'est de choisir, entre guillemets, le meilleur d'entre eux en fonction de critères, du respect de spécifications techniques. Et donc c'est pour ça que, par exemple, les principes de liberté d'accès, d'égalité d'accès, sont construits avec cette logique de pluralité. Bon, et finalement, on est dans une situation, pour les raisons que j'indiquais, où il y a maintenant il peut y avoir une interrogation sur est-ce qu'on va trouver le prestataire, la fourniture. Et c'est vrai que donc c'est ce déséquilibre au moins implicite qui était celui du droit, du fonctionnement de la commande publique, a semble-t-il en partie évolué. Et donc maintenant, se pose aussi la question sur certains segments d'achat d'une position plus forte du fournisseur par rapport à l'acheteur public. Et c'est une réalité dont on doit tenir compte. Ça pose la question, c'est qu'il y a beaucoup de marchés publics qui sont infructueux, auxquels il n'y a pas de réponse. Donc comment est-ce que vous faites, comment vous allez faire, ou comment vous faites pour intéresser donc les entreprises au projet de l'État? Comment fait la DAE pour capter les entreprises sur les marchés de l'État? Alors, je dirais pas forcément qu'il y a beaucoup plus de marchés qui sont infructueux stricto sensu. Mais ce qu'on peut constater, ce que beaucoup d'acheteurs publics constatent, c'est que il y a parfois une concurrence qui est plus limitée par rapport à ce qu'on a observé quelques années en arrière. Et donc, du coup, c'est effectivement important pour continuer à avoir une concurrence qui évidemment est nécessaire pour la performance économique de l'achat. D'envoyer plus d'informations, finalement de mener un effort de communication en direction des fournisseurs. Et donc, on a développé un certain nombre d'outils numériques s'agissant de l'État, notamment l'outil Approche, qui est un moyen d'informer très en amont du lancement d'une procédure, d'un projet d'achat, de manière générale. On développe aussi beaucoup, c'était peu pratiqué il y a encore une décennie, la démarche de sourcing, qui finalement consiste à prendre contact très en amont d'une réflexion sur une stratégie, avant même de parler de procédure, avec les différents fournisseurs possibles pour simplement comprendre leur offre, leurs capacités, leurs particularités techniques et finalement l'organisation d'un secteur et les chaînes d'approvisionnement dont je parlais tout à l'heure. Donc ça demande vraiment une démarche organisée, mais qu'on n'a pas forcément à mener avec la même intensité dans tous les segments d'achat. Donc il y a vraiment un enjeu d'identifier les zones les plus sensibles où il faut consacrer de la ressource à cette démarche de sourcing et de travail avec les fournisseurs en amont. Bon, dernière question de ma part. Il y aura sans doute un espace pour poser des questions aux 4 intervenants de la première table ronde. Il se trouve que vous avez des micros devant vous. Donc, quand les 4 auront parlé, il y aura la possibilité de quelques questions. Donc, ma dernière question est la transition écologique là-dedans. On en fait quoi? Qu'est-ce que vous en faites? Alors, la transition écologique, c'est une des politiques publiques majeures auxquelles l'achat public doit aujourd'hui contribuer. Hein, si je résumais du point de vue des achats de l'État, nos 3 grands objectifs aujourd'hui, c'est bien sûr maintenir la performance économique, c'est la performance environnementale et puis c'est optimiser l'impact économique de la commande publique. Donc c'est vraiment un des 3 grands objectifs que nous avons aujourd'hui. Ça se fait dans un cadre législatif qui est très exigeant. Laure Bédier l'a rappelé, c'est notamment la loi climat-résilience de 2021, la généralisation complète des considérations environnementales dans les marchés à horizon 2026 pour tous les acheteurs publics et donc notamment pour l'État et ses opérateurs. Donc ça c'est le cadre général. Mais nous avons aussi plus récemment et en lien direct avec la démarche de planification écologique un certain nombre d'objectifs qui sont pour le coup propres à l'État et à ses opérateurs, d'une circulaire de la Première ministre de novembre dernier qui comprend un certain nombre d'objectifs sectoriels, notamment sur tous les achats liés à la mobilité, sur les questions de reconditionnement, sur un certain nombre de questions concernant l'ensemble des déplacements, sur les objectifs d'économie circulaire. Donc il y a tout un ensemble de mesures qui sont ambitieuses, pour une part entièrement nouvelles, notamment sur les questions de mobilité et de déplacement, et qui donc vont être notre feuille de route
commune à l'ensemble des ministères pour les années à venir et qui, j'espère, inspireront aussi les autres acheteurs publics dans le cadre de leurs politiques respectives. Et nous traduirons cela dans un SPASER de l'État, puisque l'État est en application de la loi Industrie verte qui a été promulguée en octobre dernier et désormais lui-même soumis à cette obligation de produire un SPASER. Et donc c'est notre objectif et j'espère qu'à la fin de l'année 2024, il y aura donc un document de référence pour l'État sur cette composante contribution de l'achat à la transition écologique. Merci beaucoup François Adam. Donc on va passer sur ce qu'on appelle dans le Tour de France les régionaux de l'étape. Alors je pense qu'il y a des sujets qu'il faut déminer dès le départ. À la question est-ce qu'il y a un critère de préférence aujourd'hui à cette table ronde pour les chauves barbus, la réponse est non. Donc, on a un duo, Bruno Kobel, Christian Brassac. Bruno Kobel, directeur général des services de l'Eurométropole de Strasbourg. Christian Brassac, vice-président de la commande publique, responsable de l'Eurométropole de Strasbourg. Ah, Bruno, je commence par vous. Comment les acheteurs publics, ils ont vécu cette période de crise ? C'est bon. C'est parfait. Je crois que le mot intensité a été employé par Laure Bédier tout à l'heure. Je crois qu'il révèle plutôt bien ce que les acheteurs ont pu vivre pendant cette succession de crises. Effectivement, alors en étant peut-être moins aux premières loges que certaines personnes dans notre société, notamment les personnels de santé, parlant de la crise sanitaire, mais leur rôle, il est clair qu'il est central dans l'absorption de ces crises que nous traversons successivement, crise sanitaire, économique, l'inflation qui a des impacts très nets sur les coûts évidemment de l'achat, et la crise bien sûr énergétique. Tout ça a des impacts sur les coûts, mais aussi sur la disponibilité. François Adam l'a évoqué tout à l'heure, avec une évolution quand même de la manière dont fonctionnent les secteurs concurrentiels. Donc tout ça a quand même sorti des acheteurs de leur zone de confort, très clairement. Certains d'entre nous ont des souvenirs, par exemple, d'achat de masques pendant un week-end de Pâques. C'est pas tout à fait comme ça qu'on procède généralement, mais il y a eu, je vois que des acheteurs privés comme publics hochent la tête. On a connu des choses assez étranges qui ont un peu bouleversé tout de même les repères. Alors c'est comme toute période un peu exceptionnelle. Elle est tout à la fois passionnante, parce que la contrainte, ça reste quand même un moteur qui est assez puissant en termes d'innovation. Même si l'innovation en matière d'achat, on l'a fait toujours avec un peu de prudence, puisqu'il reste tout de même un droit pénal de la commande publique qui nous limite un petit peu parfois dans la capacité à innover, qui nous freine, et c'est très bien à certains égards. Et puis, bien sûr, une période comme celle-ci, elle est difficile parce qu'il est compliqué de pouvoir trouver des solutions. Bien sûr, dans le respect du Code de la commande publique, qui édicte un certain nombre de règles qui offrent à la fois un cadre protecteur, un cadre contraignant, mais qui offre aussi beaucoup de possibilités. C'était tout de même une véritable boîte à outils. Et dans l'intensité du moment, je crois que les règles ont pu évoluer et apporter des solutions supplémentaires aux acheteurs, à un moment où c'était vraiment décisif. Tout ça a montré, je crois aussi, que la fonction achat aujourd'hui, elle est mature, elle est devenue stratégique. C'est une fonction qui s'est habituée à de fortes évolutions. Et je crois que c'est aussi une fonction à laquelle il faut avoir confiance. Je crois qu'on peut faire confiance à nos acheteurs. Ah bah justement, c'est la question, parce qu'on change de paradigme. Les crises, ce n'était pas l'habitude des achats publics. Donc, quelle qualité il faut à un acheteur pour gérer ce type de crise ? Alors l'acheteur, il est un petit peu couteau suisse, il sait faire beaucoup de choses. François Adam parlait d'agilité tout à l'heure, je crois que ça résume bien en fait un des traits qu'on doit pouvoir lui prêter. Et évidemment, un acheteur confronté à une crise, il est comme tout le monde dans cette situation, en situation de faire preuve de résilience, donc en résistant tout d'abord à l'impact exceptionnel, brutal d'une crise de cette nature, en apportant ensuite des réponses adaptées et en finissant par performer. C'est ça aussi, je crois, le cheminement que pas mal d'acheteurs ont réussi à suivre pendant cette période. Ça veut dire être solide tout de même, parce qu'on prend des coups. On vit des moments pas faciles quand on passe par une crise. On passe des nuits un peu délicates, ça peut arriver. Quand on refait les schémas de la journée et en préparant celle du lendemain, en essayant de trouver des solutions pour lesquelles on manque un petit peu de temps. Ça a bien sûr stimulé la capacité d'adaptation des acheteurs qui doivent en faire preuve. Je crois qu'encore une fois, les acheteurs
post-crise, mais j'ose pas dire post-crise parce que les crises sont devenues tellement systémiques qu'elles s'inscrivent dans une forme de banalité, malheureusement. L'acheteur d'aujourd'hui, il doit avoir une vision stratégique, une vision plus large que celle qu'il a pu avoir peut-être jusqu'ici. Ça veut dire un acheteur curieux, un acheteur ouvert vers le monde, un acheteur qui manie aussi des vertus, je pense, de solidarité. Je me tourne vers mon camarade Christophe Hannequin. On a su faire preuve de solidarité. On a fait appel au réseau professionnel pendant cette période parce que c'est absolument nécessaire que de pouvoir croiser nos difficultés. Alors ça fait un peu thérapie de groupe quand on se parle comme ça de situations de crise particulièrement fortes, mais c'est extrêmement utile pour trouver ensemble les bonnes solutions. Bien sûr, on parle des acheteurs, mais les acheteurs ne peuvent pas travailler sans le faire étroitement avec les juristes. Et il est très important de travailler main dans la main, vraiment en ayant en tête l'importance d'une connaissance réciproque des pratiques pour pouvoir, je dirais, apporter les meilleurs équilibres possibles dans les décisions à prendre. Et puis enfin, un acheteur, il doit être un petit peu diplomate aussi, à la fois en interne, dans sa structure, et puis à l'égard de ses fournisseurs, qui seront davantage des partenaires que des fournisseurs. On en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Allez, j'ai posé la question à votre voisin, Christian Brassac. Alors, Christian Brassac, vous aimez bien articuler vos cahiers des charges avec des dispositions sociales, avec des dispositions environnementales. À quoi ça sert? Pourquoi vous faites ça? Vous savez peut-être que je suis un élu vert, pas vert de rage, vert d'espoir. Et j'ai un mantra. Il n'y a pas d'écologie sans justice sociale. D'où, avec un mantra pareil, l'importance d'intriquer très fortement les aspects sociaux et environnementaux. Et c'est la raison pour laquelle le Spaser qui est à votre disposition, là vous avez vu, je vous en ai mis plein, c'est un Spaser qui est adossé à l'agenda 2030 de l'ONU, agenda 2030 qui précisément s'appuie sur l'intégration entre les aspects sociaux et environnementaux. Et j'y tiens beaucoup à cette position à l'interface entre le social et l'environnemental. Bruno, je reviens vers vous. Bon, il y a quand même des contraintes financières qui sont fortes. Il y a des crises qui sont fortes. Est-ce qu'on n'a pas un risque là de faire des choix et que le choix, ce sera un peu moins de développement durable ? Alors effectivement, c'est un réflexe qu'on peut avoir, mais qui n'est pas un bon réflexe, parce que je crois que les dynamiques économiques et le développement durable ne sont pas du tout incompatibles, bien au contraire. L'économie constitue d'ailleurs un des piliers du développement durable, 3 piliers écologique, économique et social. Donc c'est vrai que dans la logique d'achat, je crois qu'on voit une notion qui progresse, et c'est très bien, c'est cette notion de coût global d'utilisation qui doit substituer progressivement à celle de coût d'achat et de prix d'achat. Et c'est vrai que la variable temps, elle n'est pas forcément utilisée suffisamment en matière d'achat, alors qu'on peut parfois, et c'est d'ailleurs la recommandation qu'on peut faire, acheter un produit plus cher mais qui pourrait être utilisé plus longtemps, et donc constituer un déchet peut-être plus tard que ce qu'il aurait constitué s'il avait été utilisé moins longtemps. Et on voit aussi que les réflexions relatives aux politiques publiques, les réflexions relatives à la transition énergétique, elles s'inscrivent dans des temps longs. Quand on parle de rénovation thermique des bâtiments, on est sur des horizons de 10, 20 ans parfois. Et donc c'est vrai que cette temporalité-là, je crois qu'on doit pouvoir complètement la décliner aux achats et sortir de cette vision qui pourrait se limiter à cette notion, encore une fois, de prix. Et puis l'achat, c'est une question de curseur à placer entre les différents objectifs poursuivis, les objectifs financiers, les objectifs environnementaux, sociaux, pour trouver les bons équilibres. Parfois, les bons équilibres sont là, parfois on a un superbe cahier des charges sur le papier, mais parfois, c'est pas le moment. C'est pas encore le moment. Et donc, c'est vrai qu'il faut choisir cette bonne temporalité pour mettre en œuvre ces objectifs environnementaux et sociaux. Je crois qu'il faut être à l'écoute du monde économique. Je crois qu'un achat durable, il ne peut progresser que s'il fait sens pour tous les partenaires, publics comme privés, si on souhaite encore une fois que cet achat public puisse prospérer. Donc qu'on soit dans ce dialogue permanent qui permette de faire avancer efficacement, mais en choisissant les bonnes temporalités. Donc non, je pense que économique et développement durable ne sont absolument pas opposés. Je reviens vers Christian. Il y a un mot qu'on aime beaucoup ici, c'est le Spaser. Mais enfin, en quoi c'est un levier pour une politique d'achat environnementalement et économiquement responsable, les deux? Bon, Spaser, j'espère que tout le monde sait ce que ça veut dire. Maintenant, même Madame Pia l'a très bien dit, elle l'a détaillé, mais je peux vous dire que c'est pas facile. Schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables.
Oui, c'est un levier parce que ça permet de s'inscrire dans la feuille de route. Je vais vous lire une phrase. L'objectif est d'équilibrer les critères d'appel d'offres et de mieux noter une réponse plus chère, mais mieux disante au niveau environnemental. 23 mars 2021, Madame Agnès Pannier-Runacher, quand elle était ministre, déléguée à l'industrie. Eh bien, ce Spaser permet de... Alors, moi, je pense qu'elle a oublié de dire socio-environnemental, justement. Elle a simplement dit au niveau environnemental. Je pense qu'elle aurait dû dire au niveau social-environnemental. Et je peux vous dire que c'est un réel levier. On le remarque en commission d'appel d'offres tous les 2 jeudis, ici, dans une salle à côté, et on voit des entreprises qui sont moins chères, mais qui sont battues par un concurrent. Ils se connaissent tous par cœur, hein, et quand ils savent qu'ils sont battus parce qu'au plan environnemental, le concurrent a été meilleur, et ben, ça fait une incitation très forte pour les appels d'offres suivants. Donc, on le voit. Moi, je fais les stats précises sur les 2000 attributions qu'on a faites depuis le 3 septembre 2020. Quand je suis arrivé, on était à 15%, on prenait le mieux disant, au sens où pas le moins cher en termes de coût d'acquisition, mais meilleur en coût global. Et en ce moment, on est à 30% où on prend le mieux disant, en cumulant depuis septembre. Donc vous voyez qu'on est au-dessus de 30% en ce moment. Donc dans plus d'un tiers des cas, on choisit quelqu'un qui n'est pas le moins cher. Et j'ai la chance d'avoir, parce que je suis délégué, je suis en responsabilité à la ville et l'Eurométropole, et je suis délégué auprès de l'adjoint aux finances, et j'ai la chance d'avoir un adjoint aux finances qui ne m'a jamais dit « Écoute Christian, arrête d'acheter plus cher, arrête d'acheter plus cher ». Alors, parce que je le convainc, et c'est facile à le convaincre, que le coût global, c'est beaucoup plus important que le coût d'acquisition. Bruno, une question tout à fait en lien avec ça. Comment est-ce qu'on peut faire le lien entre des achats responsables et un soutien à l'économie ? Alors c'est vrai que la relance économique, et François Adam l'a indiqué tout à l'heure, elle est indistinctement liée à la transition écologique. Les enjeux sont extrêmement forts, liés à l'adaptation au changement climatique, notamment les enjeux de décarbonation qui sont au cœur de nos projets publics. Les deux sont donc complètement imbriqués, et c'est vrai que le Spaser constitue le pivot de cet ensemble. Bon, on voit que par rapport à cette relance économique, encore une fois, pour qu'elle fasse sens, il faut la faire ensemble. La faire ensemble entre acheteurs et fournisseurs, entreprises, partenaires, puisqu'on a des enjeux à la fois d'achat public et donc de résultats en termes d'achat durable pour les entités publiques, mais également d'enjeux d'évolution de regard, d'évolution de comportement, d'évolution de pratique des entreprises, de leurs propres salariés. Donc il y a une vraie émulation qui peut être générée, je dirais, par ce type de plan de relance. Et il est très important, évidemment, et je le disais tout à l'heure, d'accompagner les entreprises dans cette évolution et dans la prise en compte d'objectifs de développement durable. Il faut les rencontrer. À Strasbourg, on organise depuis une dizaine d'années un salon inversé, un salon de l'achat public qui permet d'accueillir les entreprises pour échanger avec elles de ces questions d'actualité en matière d'achat, et notamment, bien sûr, de l'évolution en matière d'achat durable. Ça veut dire aussi du côté de l'acheteur, être davantage dans une posture, je l'ai dit, de partenaire et non plus de donneur d'ordre. Je trouve que cette expression est terrible, donneur d'ordre, elle est extrêmement martiale. Et je crois que c'est plus ça qui est attendu quand on doit faire progresser et faire évoluer des territoires. Et puis bien sûr, Christian Brassac l'a dit, la dimension sociale, elle est incontournable. Les enjeux sociaux sont de plus en plus prégnants, la pauvreté augmente, 25% pour la ville de Strasbourg de taux de pauvreté. Et donc c'est vrai que le rôle de notre stratégie d'achat durable porte aussi sur cet accompagnement social, et les 400 000 heures d'insertion que nous intégrons chaque année dans nos marchés publics permettent là aussi, je dirais, d'envoyer un signal très fort sur ce volet-là. Et encore une fois, cette transition doit intégrer cette dimension sociale également et se construire avec les entreprises. Allez Christian, c'est pour vous les 4 prochaines questions. Vous avez fait quelque chose qui est un peu original, qui est original même. Je pense que beaucoup vont s'en inspirer dans ceux qui sont ici et ceux qui sont à distance. Vous avez introduit la formation par alternance dans vos dispositions sociales. Mais pourquoi vous avez fait ça ? Parce que... Il y a des marchés de prestations intellectuelles du haut niveau où c'est très 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 compliqué de faire intervenir une clause sociale qui porte sur, on en parlera tout à l'heure, de personnes éloignées de l'emploi. Donc on a besoin de gens qui... Enfin, moi je prétends que
il y a une disposition sociale qui est intéressante, c'est l'alternance, pré-bac et post-bac, jusqu'à la thèse. Je vous rappelle qu'une thèse CIFRE est une thèse par alternance, et vous allez entendre tout à l'heure un professeur qui a un master 2 uniquement en alternance. Et donc, je tiens beaucoup à cette question. Je tiens beaucoup à cette question. Je pense que les parents sont très contents d'avoir des étudiants qui sont payés pour faire leurs études. Donc, c'est vraiment une disposition sociale. Et pour les prestations intellectuelles, eh bien, on arrive à attirer des entreprises sur cette question. C'est assez récent chez nous. On forme les acheteurs régulièrement sur cette question. Ils mettent un critère sur l'introduction de l'alternance. Et il nous est arrivé d'avoir des entreprises qui ont gagné un marché à égalité de prix à peu près, de technique, d'environnement, et qui gagnent parce que sur le marché, sur l'équipe de 10, ils ont mis un alternant, et ça leur a fait gagner le marché. Donc je pense que c'est tout à fait faisable pour un certain nombre de marchés de prestations intellectuelles. Vous pouvez garder le micro ouvert. La prochaine question est toujours pour vous. Comment est-ce que vous réussissez à mobiliser, le mot mobiliser est assez important, sur le sujet de l'économie sociale et solidaire? Alors on a beaucoup de chance. C'est qu'on a eu Madame Trottmann, fin du XXe siècle, Strasbourg, construction du tram, construction des bâtiments de l'Europe. Elle a imposé, et m'a-t-on dit, mais je parle sous le regard de sachant, que ça aurait fait changer le code de la commande publique. Elle a imposé le fait qu'il y ait des personnes éloignées de l'emploi, des chômeurs de longue durée, qui interviennent sur ce type de marché. Ça nous donne une histoire très importante, avec de plus un facilitateur qui s'appelle Relais 2D, qui connaît parfaitement le milieu de l'économie sociale et solidaire dans le Bas-Rhin, disons. Tous les acheteurs de cette maison, quand ils ouvrent un marché, s'adressent à Relais 2D pour savoir si on peut mettre des heures d'insertion sur tel ou tel marché. Relais 2D dit oui, 1000 heures, 100 heures, 20 heures, ou non, on ne peut pas mettre parce que c'est un trop petit marché, ou bien parce que c'est mal adapté. Et je vous renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure, quand c'est mal adapté, pour une prestation intellectuelle de haut niveau, c'est mal adapté. On a des résultats quand même très impressionnants. À chaque fois qu'on dépense 1000 €, on a 1 heure d'insertion. Et cette heure d'insertion, pour moitié, c'est des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui répondent, et pour l'autre moitié, c'est des entreprises classiques qui doivent mettre 1 heure d'insertion, parce que c'est évidemment une clause et non pas un critère. J'ai oublié de dire que tout à l'heure, s'agissant de l'alternance, c'est pas une clause, mais c'est un critère. Là, c'est beaucoup plus souvent une clause qu'un critère s'agissant de l'économie sociale et solidaire pour les personnes éloignées de l'emploi. Alors, c'est bien tout ça, mais est-ce que c'est pas un truc pour gros groupes? Quelle est la place des PME et TPE là-dedans? Bon, alors on fait beaucoup pour ça. 75% de nos marchés sont attribués à des TPE-PME. 60% PME, 15% TPE. Évidemment, on utilise l'allotissement, une ficelle très 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 classique. On fait des webinaires pour approcher les PME, TPE. On fait du sourçage, pour ne pas dire sourcing, et on travaille avec eux, quoi. Ce sont des partenaires avec eux, et on va les voir, et on sait qu'il y a des PME et des TPE en particulier qui n'osent pas s'approcher de la commande publique, donc on fait un travail pédagogique auprès de ce tissu socio-économique qui est local, 75% de nos marchés. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit 75% de nos marchés, quelle que soit la géographie, sont des PME, TPE. Et au plan géographique, 75% de nos marchés sont attribués. Pour ceux qui passent en CAO, je me fais toujours engueuler par le service. Pour ceux qui passent en CAO, il y en a 600 qui passent en CAO sur 2500 chaque année. Mais 600 en CAO, sur ces 600, il y a 75% du Bas-Rhin, 80% Alsace, 90% Grand Est et 1% hors France. Alors le sujet suivant, c'est un sujet complètement mode et fashion. Vous savez que la Fashion Week vient de se finir. Nombreux d'entre vous y étaient, j'en doute pas. Le terme à la mode qu'il faudra raconter quand vous rentrez au bureau demain, ou ceux qui sont à distance, si vous ne le connaissez pas déjà, c'est le terme égaconditionnalité. Égaconditionnalité, Christian, c'est quoi ce truc? Je ne sais pas. Je vais d'abord vous citer quelque chose pour que vous allez tout de suite comprendre. Je vous dirai qu'il a dit plus tard. Nous écarterons des marchés publics les entreprises qui ne respectent pas leur obligation en matière de publication de l'index de l'égalité professionnelle, l'index Pénicaud, et celles qui auraient obtenu une note insuffisante. 8 mars 2023, Elisabeth Borne.
Quand je dis ça à mon service, ils rigolent. Comment ça va être applicable ? Alors, pour moi, c'est extrêmement important. Donc, vous avez compris maintenant, l'égalité-conditionnalité, c'est conditionner, c'est mettre un critère qui pourrait toucher à la question de l'égalité femmes-hommes dans les entreprises pour favoriser des entreprises qui seraient, guillemets, vertueuses en termes d'égalité femmes-hommes. Donc voilà, c'est ça l'égalité-conditionnalité. Ça renvoie à l'ODD 5, l'ODD, donc je vous en ai parlé tout au début. Et donc, et plus généralement, vous savez qu'à Strasbourg, on est très avancé sur la question de budget sensible au genre, en termes de subventions, en termes, enfin, dans plein de domaines. Et donc, la contribution de la commande publique à ça, c'est l'égalité-conditionnalité, en essayant d'intégrer. Mais c'est très, 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 très compliqué. Nantes et Bordeaux ont essayé il y a quelques années, à travers un fameux rapport qui s'appelait BIDIS, et je crois qu'ils sont un peu été dans le mur, malgré eux. Nous, la seule chose qu'on fait pour le moment, c'est que quand on envoie nos appels d'offres, on adjoint un questionnaire sur la question de l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise. Les entreprises qui le souhaitent, parce que c'est évidemment pas obligatoire, nous renvoient le questionnaire et on fait un travail d'analyse sur ce questionnaire pour au moins essayer de sensibiliser ces entreprises à cette question. Moi, j'aurais une demande, c'est qu'on fasse une exception à la fameuse clause liée au marché, parce que vous voyez bien qu'on ne peut pas mettre comme critère, moi c'est ce que je disais, j'ai dit bêtement, moi j'y connaissais rien à la commande publique, je dis à Bruno, mais écoute c'est simple, on va mettre un critère, l'index Pénicaud, ils sont mauvais, ça fait des points en moins, ils ont à 100, ils ont des points en plus. Et il m'a expliqué, non, on peut pas, il faut que ça soit lié au marché. Donc je demande à ce qu'on puisse faire une exception à cette liaison au marché sur la question de l'égalité-conditionnalité. Voilà, j'ai tout dit. Alors, non, une dernière question quand même. Tout le monde a une passion. Certains, c'est la couture, d'autres, la gastronomie. Votre passion à vous, on le sait, c'est les spazeurs. Alors, quelle piste d'amélioration pour les prochains spazeurs ? La première chose, je pense que ça serait quand même bien qu'il y ait beaucoup plus de spazeurs. En ce moment, il y a 320 collectivités françaises qui ont plus de 50 millions d'habitants, d'achat. Et il n'y en a que 40 qui ont un spazer. Quand on voit le levier, l'efficacité de ce levier pour le tissu socio-économique territorial et sur les questions de transition écologique, on ne comprend pas qu'il y ait plus de spazer. Jusqu'au 1er janvier 2023, c'était 100 millions, et il y a des collectivités qui se cachaient derrière ce 100 millions en disant « mais moi je suis à 70 millions, je n'ai pas besoin de faire un spazer ». Maintenant, c'est tombé à 50, et maintenant, comme vous l'avez dit, c'est même, il y a des hôpitaux qui s'approchent de nous pour savoir « mais on doit faire maintenant le spazer, est-ce que vous pouvez nous aider ?» Donc je pense que la première chose à faire, ça serait qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de spazer. Je crois qu'il y en a 40 ou 45 sur 320. C'est quand même très, très peu quand on voit la puissance de ce levier. Et par ailleurs, maintenant plus précisément pour nous, le prochain spazer qu'on fera, celui que vous avez à votre disposition se court jusqu'en 2026, on va introduire la question du plan de progrès qu'on a découvert il n'y a pas très très longtemps avec le service et avec des gens qui s'y connaissent bien en économie de la fonctionnalité et de la coopération qui nous ont dit, mais là, le plan de progrès, c'est quelque chose qui peut s'intégrer dans le suivi précis des marchés, au cours des marchés avec les entreprises. Donc le sourcing en amont, le suivi en aval et au cours de marché, plan de progrès. Voilà, le progrès, ça serait d'intégrer un plan de progrès. Le dernier message sera de la part de Bruno. Juste pour vous dire, dès qu'il a fini son message, vous aurez le droit à des questions. Par contre, vous l'avez bien imaginé, il y a une règle qui va s'appliquer aux questions qui est évidente. On sera sur une règle dégâts, conditionnalité, évidemment. Il n'y aura pas plus de femmes et d'hommes qui poseront des questions. C'est extrêmement strict, on me le dit dans l'oreillette. Bruno, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut se dire ? Beaucoup de choses très riches ont été dites, je crois, à l'occasion de cette première table ronde. On voit qu'on est bien sur un achat qui a vécu de manière très intense les crises successives, crises qui deviennent un petit peu systémiques, avec des remises en cause de certaines théories qui s'appliquaient depuis très longtemps, comme l'imprévision. Donc une agilité aussi dans la capacité à adapter le régime juridique des marchés publics. Bien sûr, le besoin de mettre en œuvre des politiques publiques qui intègrent toujours davantage les considérations environnementales et sociales, qui ne vont pas dans un sens contraire au plan de relance, bien au contraire, et que l'acheteur poursuit évidemment son rôle en faisant preuve d'agilité, en faisant preuve de résilience aussi, et voit son métier s'enrichir très, très régulièrement. Et donc, on pourrait dire en conclusion que finalement ces crises, elles ont encore permis à l'acheteur de progresser, de se renouveler, de se réinventer et puis d'ajouter encore de nouvelles cordes à son arc. Bruno Kobel, Christian Brassac.
Alors maintenant, on va vous demander des questions dans la salle, mais déjà peut-être que sur les intervenants, est-ce que vous avez des questions aux autres intervenants à leur poser? Alors je vous laisse lever la main si vous avez une question dans la salle, ce serait une très bonne idée, ou ceux qui en ont ici. On vous attend. Oui, peut-être juste pour préciser que sur le sujet d'égalité femmes-hommes d'Annex Pindico, il y a une directive européenne en cours de négociation. Voilà. Inversement, je voudrais vous poser une question. Elle s'est égarée, Madame Borne, quand elle a dit ça, ou bien c'était vraiment sérieux? Parce que, oui, non, mais c'est quand même pas rien, vous vous rendez compte? Nous écarterons des marchés publics. C'est quand même quelque chose. Elle était très motivée, elle a peut-être été un peu emportée par son enthousiasme. D'autres précisions, commentaires? François Adam? Merci de me redonner. Je suis vraiment intéressé de voir une très grande collectivité territoriale comme l'Eurométropole de Strasbourg aussi investie sur les questions notamment de transition écologique. Voilà, c'est un point important. C'est pas dans mon champ d'intervention direct, mais effectivement on est attentif à ce qu'évidemment sur ce sujet qui est global, ça nous intéresse et ça nous aide aussi que d'autres acheteurs publics aient des démarches convergentes avec celles de l'État ou de ses opérateurs. Il y a d'autres grandes villes qui sont très avancées comme ça, Lyon, Bordeaux, enfin il y a vraiment des villes qui sont, avec lesquelles on travaille beaucoup, grâce à Christophe d'ailleurs. Je crois qu'il y a une question. Rapprochez le micro, c'est mieux en fait. Bon, voilà, pardon. Oui, bonjour, Jean-Sébastien Pietri, je suis directeur des achats à la collectivité européenne d'Alsace. J'ai une question à propos des crises, et on en vit actuellement des crises en France où il remonte des propositions ou des critiques de modifier les règles de la commande publique pour aller plus vite ou pour les adapter. Je fais référence aux inondations dans le nord de la France ou pour faire des travaux de protection des usagers, on reproche à la commande publique d'être trop lente. Je fais aussi référence à la crise des agriculteurs, où on dit que ces règles-là ne permettent pas de soutenir l'agriculture française. Et je fais aussi référence à un article des Échos où EDF proposerait à l'État de revoir ou d'assouplir les règles de mise en concurrence, allongement de la durée des marchés, allègement de la contrainte de l'allotissement, pour pouvoir fabriquer à temps les centrales nucléaires qui seraient nécessaires à la fourniture d'énergie pour la France. Voilà, j'aimerais avoir votre avis sur ces propositions ou ces critiques. Voilà. Je vais peut-être commencer par la plus facile, effectivement, sur la proposition EDF. C'est un texte qui est en cours de discussion actuellement, c'est le texte sur la sûreté nucléaire, où effectivement on a inscrit dans la loi des dispositions qui sont en cours de discussion pour permettre de déroger à la durée des accords cadres, au-delà de 8 ans, pour permettre la construction de ces centrales nucléaires. Il y a aussi des sujets effectivement sur l'allotissement. Donc ça, on a tout de même l'allotissement, c'est purement français. Donc, dans le cadre des directives européennes, on a de la marge de manœuvre. Donc, on a effectivement, après avoir pas mal discuté avec EDF, plutôt la direction du nucléaire, accédé à ces demandes. Sur le soutien de l'agriculture française, c'est le sujet de la localisation, et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel on n'arrive pas tellement à en sortir. Ce qu'il souhaiterait, c'est une clause de préférence locale, un critère de préférence locale. Ça, c'est pas possible. En revanche, comme ça a été rappelé par un certain nombre d'intervenants, le code de la commande publique, c'est une boîte à outils. Il y a tout de même un certain nombre d'éléments qui permettent, lorsqu'ils sont bien utilisés, de faire du local sans le dire. Alors, on a parlé du sourcing, des spécifications, des critères un peu spécifiques. Alors, par exemple, le circuit court, c'est pas forcément du local, mais ça peut aider au local. Bref, dans le cadre des directives européennes, on ne pourra pas aller plus loin que ce qui existe déjà en la matière, et donc il faut utiliser les outils du code de la commande publique. Et sur les inondations, c'est un peu long, mais voilà, on a l'urgence impérieuse quand vraiment il y a une inondation qu'il faut y répondre tout de suite, et puis pour le reste, il faut peut-être pas non plus, c'est souvent ce que j'entends, aller
au-delà des règles nécessaires. Je veux dire, souvent en MAPA, alors c'est certainement pas le cas des inondations, en MAPA, les gens, les acheteurs ont tendance à utiliser tous les éléments de la procédure formalisée. Quand il y a un MAPA sur la publicité, on peut faire un truc très léger. On n'est pas obligé de faire une publicité avec des délais extrêmement longs. Donc c'est déjà très contraignant à la commande publique, mais il ne faut pas non plus le surinterpréter les règles. Est-ce qu'on a une autre question dans la salle? Oui. Bon, là, on n'aura pas du tout respecté les conditionnalités, mais c'est pas grave. Désolé. Non, j'avais une question, j'ai essayé de l'exprimer correctement, parce qu'il y a eu beaucoup d'informations, j'avais envie de poser plein de questions, mais je n'ai droit qu'à une question. Donc moi, je suis Jérôme Carena, directeur secteur public d'Inops. Inops, donc plutôt un soumissionnaire. Je ne suis pas responsable achat. Néanmoins, on a un modèle un peu particulier puisqu'on a constitué le premier réseau de PME numériques françaises. Donc, on travaille avec 1000 sociétés et qui sont des PME. À ce titre, on répond à beaucoup de marchés, on discute avec beaucoup d'acheteurs publics, mais évidemment, on discute aussi avec notre réseau de PME. On fait parfois un petit peu courroie de transmission ou courroie d'information parfois. Et ce qui m'intéressait, c'était le foisonnement intellectuel et les actions qui sont menées pour notamment la partie RSE, l'aspect social, le pousser à fond avec évidemment tous les beaux et les belles opportunités que ça amène. Néanmoins, est-ce que vous pensez et vous n'avez pas peur que ça fasse parfois en tout cas soit perçu comme des contraintes ou des difficultés supplémentaires ou de la complexité sur des réponses à appel d'offres pour des PME? Je prends un exemple tout bête, et en plus ça diffère sur la maturité des acheteurs ou des institutions. Je prends un exemple tout bête, une clause d'insertion professionnelle dans un appel d'offres. Alors moi je parle que de mon retour d'expérience, c'est-à-dire les prestations intellectuelles informatiques, à gros volume plutôt. Généralement, alors il y en a partout, des clauses d'insertion professionnelle. Généralement, elles sont écrites un peu de la même façon. En fait, plus on fait du chiffre d'affaires, plus l'exigence va être élevée. Parfois, ça pose un peu des problèmes, puisqu'en fait, ça fait une complexité ou des coûts supplémentaires pour des entreprises qui n'ont pas forcément 100 000 salariés, qui peuvent mettre les moyens, mais de façon un peu différée, ou un petit peu pas forcément au moment, à l'instant T. Donc voilà, ma question c'était parce que je vais faire court, est-ce que tout ça, vous le réfléchissez avant? Comment vous le réfléchissez en tant qu'acheteur public? Est-ce que vous faites est-ce que vous consultez des partenaires privés? J'ai l'impression que c'est un peu chacun dans son coin. Voilà. Enfin, est-ce que tout ça, c'est pensé? Il va y avoir 2 répondants et c'est la dernière question avant la pause. Oui, je pense que vous posez une question qui est réelle. Il faut pas se le dissimuler. Vous évoquez les clauses sociales, mais en fait, le problème se pose à peu près dans les mêmes termes pour les considérations environnementales. Alors, je pense qu'il faut quand même, s'agissant de l'accès des PME à la commande publique, il faut partir d'un point de départ qui est quand même qu'il y a une part importante d'ores et déjà aujourd'hui de l'achat public dirigé vers les PME, et il n'y a pas de fléchissement sur les dernières années. Donc, par exemple, sur les achats de l'État, on est autour de 30% en montant de dépenses et beaucoup plus en nombre de marchés. Voilà, ça montre que les PME, alors même qu'on est dans une phase où on a déjà utilisé beaucoup plus fréquemment des clauses sociales, des considérations environnementales, globalement, les PME savent s'adapter et elles sont agiles à cette évolution des attentes des acheteurs publics. Je pense qu'il faut le souligner. Alors, ça ne veut pas dire que tout est possible très vite dans tous les domaines. Donc, c'est un sujet où en fait, on ne peut pas donner une réponse globale. On ne va pas renoncer à l'ensemble de nos ambitions. Donc, le sujet, c'est la connaissance de la capacité des entreprises, segment par segment, et finalement acheteur par acheteur, parce qu'on est aussi sur des volumes et aussi sur des territoires qui sont plus ou moins larges. Et donc, il faut apprécier finement. Ça fait partie désormais du rôle de l'acheteur, la capacité des fournisseurs qu'on a en face de soi de répondre à cette montée des exigences environnementales et sociales. Et donc, si on n'a pas cette appréciation fine, on risque de se tromper, effectivement, et
potentiellement, dans certains cas, ça pourrait avoir l'inconvénient d'évincer certaines PME qui ne seraient pas en situation de répondre ou de répondre tout de suite aux nouvelles exigences. Donc pas d'autre solution, à mon avis, qu'une analyse fine. Et la dernière réponse de Bruno Kobel avant la pause. Oui, je rejoins vraiment ce que vient de dire François Adam. C'est vrai que le droit de la commande publique s'est considérablement simplifié quand même ces dernières années, il faut le dire. On est loin de la période où il fallait déposer 2 enveloppes papier, une pour la candidature et une pour l'offre. Il fallait surtout pas se tromper quand on y intégrait les différents éléments. Donc je crois que cette simplification, elle va dans le sens quand même d'un accès plus facile des entreprises à la commande publique, notamment des PME. Je crois qu'on a encore un travail de dédramatisation à faire côté acheteur. Ça passe par des temps d'échange avec les entreprises pour leur dire c'est pas si compliqué que ça. Essayez, on peut même vous montrer comment ça fonctionne et comment vous pouvez déposer une offre simplement. Le profil acheteur, ça a pu effrayer aussi un petit peu à l'époque quand on est passé à une dématérialisation du dépôt des offres, mais en proposant un accompagnement aux entreprises, notamment aux artisans, on a vu que très vite finalement les bons réflexes se sont mis en place. Et ensuite, sur la question des clauses environnementales comme sociales, je crois qu'on est sur une question d'équilibre à trouver. Je parlais tout à l'heure de curseur à placer. Il faut parfois, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt, il faut parfois passer par des étapes intermédiaires. Et je pense que ce qui est très important dans la mise en œuvre de ces clauses, c'est de choisir le bon moment et la bonne intensité. Et l'intensité maximale n'est pas toujours la bonne quand on décide d'avoir une idée par rapport à une exigence sociale ou environnementale. Donc ce qui est essentiel, c'est de pouvoir travailler avec le monde économique à ce bon niveau de placement de curseur pour qu'encore une fois ces exigences fassent sens et qu'on ne soit pas sur une contrainte perçue mais plutôt pour une opportunité vécue. Et donc ça veut dire sur les clauses sociales, très concrètement, comme l'indiquait Christian Brassac, travailler avec notre facilitateur qui travaille avec les acteurs de l'emploi, France Travail, avec les fédérations d'entreprises aussi, pour savoir quels sont les justes niveaux d'exigence à apporter pour qu'on ne fasse pas des contraintes, mais qu'on fasse des opportunités. Christian Brassac, 30 secondes. Même pas. C'était juste, je reviens sur les conditionnalités. Je voulais juste signaler que s'agissant des délégations de services publics, qu'on oublie toujours dans les achats, Renault le surveille, nous arrivons à intégrer les gars conditionnalités parce qu'on n'a pas le verrou dont je vous parlais tout à l'heure. Donc à Strasbourg, on le fait, on intègre des éléments de conditionnalité dans les concessions. Je vous demande de remercier chaleureusement Laure Bédier, François Adam, Bruno Kobel et Christian Brassac. Merci à vous. C'était de très très bons niveaux. Merci à vous. Si vous avez aimé la première table ronde, vous allez adorer la deuxième. Il faudra être à l'heure. C'est 16h, mais les acheteurs publics sont toujours à l'heure. À tout à l'heure. C'est un métier passionnant. Il exige évidemment des compétences techniques de plus en plus développées, mais des compétences aussi relationnelles, des compétences humaines, des capacités de travail en équipe. Si on parle aujourd'hui beaucoup de soft skills, c'est peut-être qu'aujourd'hui on s'aperçoit que l'enjeu sur le relationnel est un enjeu différenciant. Et que la capacité des acheteurs aujourd'hui d'amener avec eux, d'embarquer avec eux, d'inclure dans un travail collaboratif toutes les ressources internes nécessaires, toutes les ressources externes évidemment nécessaires, c'est quand même une clé de performance évidente. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est piloter une relation avec des partenaires stratégiques de l'entreprise. C'est également construire et aboutir à des consensus avec des situations de départ qui sont parfois confrontantes et clivantes, et se dire que finalement, on a réussi à mettre en place ce consensus. Et enfin, je le cite en dernier, mais j'aurais pu le dire en premier parce que ça m'est vraiment cher, c'est d'être en lien, en prise directe avec le monde agricole. Régulièrement, nous invitons nos fournisseurs à ce qu'on appelle notre convention fournisseur. C'est un moment de convivialité où on les reçoit dans une ambiance agréable et on leur fait part des actualités de nos entreprises et profiter d'avoir un moment d'échange avec eux différent
de la relation que nous pouvons avoir au quotidien avec eux. Ça permet de mettre un nom sur les fournisseurs, des visages, mais c'est aussi pour le fournisseur l'occasion de mieux percevoir le client direct ou indirect auquel il vend une prestation, le tout dans une ambiance conviviale. Et vous savez, finalement, la directrice des achats, ça reste quelqu'un qui a toujours une idée derrière la tête, c'est aussi de rester le client préféré, ou en tout cas un des clients préférés de notre fournisseur. Pour moi, acheteur, c'est être en capacité de rentrer en contact avec l'autre, mais de manière partenariale, capacité à développer ensemble des solutions qui conviennent aux deux parties, capacité à créer de la valeur. Et pour ça, il faut être capable de rentrer en empathie, être capable de se mettre à la place de l'autre et comprendre ce qui le fait avancer. Et évidemment, il est attendu que ce soit la même chose de l'autre côté. Et à partir de là, je pense que c'est le plus beau métier du monde. Alors pour illustrer cette plus-value qu'apporte la relation fournisseur renforcée, une anecdote relative à la production de tenues de combat, juste au début de la période de crise Covid, avec d'énormes difficultés pour le système de production des tenues de combat, notre opérateur économique de produire en temps et en heure. Et c'est justement avec un dialogue renforcé avec ses fournisseurs et d'autres confectionneurs du secteur, notamment français, que nous avons réussi à obtenir cette production en temps et en heure. Pour les acheteurs du secteur public hospitalier, ce n'est pas fréquent d'aller sur le terrain. En tout cas, quand j'ai commencé mon poste, ce ne l'était pas. Ils étaient souvent perçus comme des administratifs avec une conception très juridique de l'achat, qui était plutôt empêcheur d'aller plus loin et de changer et d'aller hors du cadre. Et là, aujourd'hui, ils ont été perçus comme des partenaires des soignants qui avaient besoin que l'on mette en place un système qui n'existait pas. Et en travaillant et en tissant du lien avec les utilisateurs, ils ont réussi à leur permettre d'obtenir des choses qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Être acheteur, c'est d'abord être un spécialiste de la conduite du changement de l'entreprise. C'est avoir des qualités de leadership qui sont indispensables pour amener une entreprise, une organisation à évoluer, changer, progresser et aussi amener les marchés fournisseurs, influencer les marchés fournisseurs pour aller dans une direction que nous on souhaite. Donc pour moi, les qualités de leadership, de communication, être acheteur, c'est ça. Les qualités qu'on va le plus rechercher chez un acheteur aujourd'hui, c'est pas forcément toujours les compétences techniques, de négociation, etc. Parce que ça, on considère que les gens l'ont de base ou l'ont acquis si on prend des acheteurs un peu expérimentés. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est plutôt justement cette capacité d'influence, de leadership, d'entraînement des équipes, des directions opérationnelles, cette capacité à travailler avec les fournisseurs, d'aller chercher de l'innovation. Voilà, plus des qualités effectivement humaines, de curiosité et donner du sens à une équipe projet qui travaille avec moi. Être acheteur aujourd'hui, c'est porter un projet. On peut prendre un exemple, celui de la responsabilité des entreprises et notamment de la décarbonation de notre économie. Ce qui va être important, c'est d'avoir une conviction qui est forte, donc c'est se faire des convictions, et puis avoir des capacités de communication. Il faut avoir de l'empathie pour tout ça, pour aller communiquer avec des gens en interne, pour les convaincre de changer, de faire les choses différemment. Donc on ne va pas innover pour vouloir innover à tout prix, ça n'a pas de sens. Il faut innover dans un contexte donné. Aujourd'hui, ce contexte d'innovation qui se pose le plus souvent, c'est notamment l'enjeu de transition écologique. Donc ça nous amène à faire beaucoup de choses et de travailler avec beaucoup de monde. Un point qui est très important, c'est que quand on est acheteur, on a des leviers énormes entre ses mains pour participer au développement durable. On a des leviers pour agir au niveau du changement climatique, pour agir au niveau de la biodiversité, pour agir sur l'économie circulaire, pour agir sur la diversité sociale, le handicap, puisqu'en allouant les marchés à tel ou tel fournisseur, en cherchant à développer tel ou tel produit, on a des clés pour avoir un impact. Et ça, c'est pas donné partout. La réduction de l'empreinte carbone dans les transports est un enjeu important pour le groupe Michelin. Et dans la mesure où le groupe Michelin externalise la totalité de son transport, nous ne sommes pas propriétaires de flotte, ni de choses comme ça, la fonction achat est essentielle pour atteindre cette baisse de CO2 par rapport à l'activité. J'ai deux exemples qui me viennent en tête. Un premier qui était de faire du transport camion de l'Espagne à l'Angleterre pour transporter des pneumatiques, que nous avons passé en short sea, autrement dit en bateau, donc des ports espagnols à la côte anglaise. Et puis un transport multimodal ferré de la Pologne vers l'Europe de l'Ouest, où on est passé du camion à une solution train.
Chez Restoria, 82% de nos impacts est issu de nos intrants, de tout ce que nous achetons. Et là-dedans, une grosse partie, 44%, c'est les achats de viande. Donc si on veut réellement déployer notre stratégie bas carbone, le premier levier, c'est nos achats. Et c'est aussi notre mission de faire en sorte que tous nos fournisseurs soient partie prenante sur le sujet, mais sans laisser certains d'entre eux sur le bord de la route, puisque nous avons un parterre de fournisseurs très hétérogène. Nous travaillons avec des producteurs, des gens qui ont des petites organisations, qui n'ont pas forcément des moyens humains dédiés sur le sujet. Nous travaillons aussi avec des grossistes, de gros industriels. Et l'idée, c'est de fédérer tout le monde dans cette dynamique pour que Restoria demain soit moins impactant en carbone, tout en gardant notre dimension responsable d'acteurs engagés dans notre écosystème et de faire en sorte qu'eux-mêmes, les fournisseurs, puissent aussi développer leur propre organisation. Donc c'est vraiment le département achat qui va être, j'ai envie de dire, le chef d'orchestre de cette démarche bas carbone auprès des fournisseurs. Donc la captation de CO2, c'est quelque chose de tout nouveau pour le groupe Eiffage. C'est une innovation qui a été identifiée par la direction achat, c'est ça qui est intéressant de souligner. Donc on a identifié la start-up Revco qui propose une solution de captation de CO2. On a décidé d'en faire un partenaire. Dans ce cadre-là, on avait un enjeu qui était clair pour nous, c'était de pouvoir rapidement répondre à la start-up et lui proposer un terrain d'expérimentation. Donc le but, c'était de poser une machine sur un site Eiffage de manière à se connecter à une cheminée qui émet du CO2, donc des gaz à effet de serre, et de pouvoir emprisonner de CO2. Embarquer les parties prenantes sur un projet de cette envergure-là, c'est clé. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Il faut être franc sur ce point-là. L'important, c'est la relation de confiance et le fait qu'il y ait une relation qui soit déjà établie. Donc si on analyse un petit peu, le côté transversal de la fonction achat va permettre de créer de la valeur avec les autres fonctions en interne et donc de renforcer cette confiance. Donc plus la confiance est renforcée, plus on pourra aller chercher de la transversalité et donc plus on créera de valeur. Et c'est un cercle vertueux qui est extrêmement intéressant. On organise régulièrement aujourd'hui des événements avec nos fournisseurs pour faire découvrir nos produits à l'occasion d'événements de dégustation auprès des employés, des fournisseurs et autres. Donc ce rôle de contribution à la croissance de l'entreprise et non plus de gestion d'une simple relation fournisseur, eh bien ça va devenir primordial dans le futur. C'est une fonction qui a atteint un haut niveau de performance opérationnelle. Et aujourd'hui, qui se retrouve devant une responsabilité importante dans son rôle à jouer face aux enjeux actuels de décarbonation, aux enjeux RSE et même aux enjeux de souveraineté. Comme ces témoignages le montrent, il y a des mondes très différents qui se rencontrent dans l'économie aujourd'hui. Des grandes entreprises, leaders mondiaux dans leur domaine, et on en a quelques-unes en France. Des PME locales, mais performantes aussi, et qui ont besoin d'un niveau de repères important. Et le rôle du CNA, c'est d'apporter à tout ça les repères qu'il faut pour progresser dans un monde qui se digitalise très rapidement, et d'une fonction particulièrement leader dans ce domaine-là, c'est leur donner tous les repères dans la décarbonation. Les nouveaux enjeux sont conséquents et les nouvelles capacités de travailler ensemble. Et plus que jamais, si le CNA est une association aussi dynamique aujourd'hui, c'est que ce monde-là a saisi l'opportunité que présentait une approche collaborative pour résoudre ces problèmes-là. Et c'est probablement quelque chose qu'on va encore voir très largement se développer dans les années à venir. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dire que la fonction achat et la direction achat devient la direction des ressources externes, ça va parfaitement dans le sens de l'histoire.